Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la riposte de l'Union européenne aux prétentions annexionnistes de Donald Trump sur le Groenland, territoire autonome danois. Face aux menaces américaines de surtaxer les produits de 8 pays européens, Bruxelles monte le ton et réplique. Bon, d'abord, je voudrais le dire ce matin de manière très ferme, le Groenland ne sera jamais américain. Il faut que le chantage cesse. Et je pense que l'administration américaine fait une erreur importante, c'est de tester les Européens. La France, elle, menace d'activer le bazooka de l'Union européenne. Concrètement, qu'est-ce que l'instrument anti-coercition de l'UE? Peut-il être dissuasif face à l'administration Trump sur le Groenland? Quel prix les Européens sont-ils prêts à payer pour défendre la souveraineté groenlandaise? Ce sera le thème de notre débat avant qu'on vous retrouve. Bonsoir Marie Bonisseau et Xavier Maudu pour vos chroniques. Et direction l'île de la Réunion, Elisabeth, où le piton de la fournaise est entré en éruption. Les autorités disent qu'il n'y a aucun risque pour les populations. Une histoire volcanique donc du temps où l'île de la Réunion s'appelait l'île Bourbon. Oui. Et vous, Marie? Un mystère. La fille de Kim Jong-un va-t-elle succéder un jour à son père à la tête de la Corée du Nord? Le sort de la petite princesse alimente tous les fantasmes. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Ah oui, elle est jeune. À tout à l'heure, Marie. Et pour commencer, la désindustrialisation de la France mise en scène avec un humour qui passe à la sulfateuse. Le patronat, les syndicats et le blabla de l'État. C'est dans Made in France, la pièce de Samuel Valency, acclamée au Festival d'Avignon Off et jouée en ce moment à Paris. Nous recevons son auteur, acteur et metteur en scène tout de suite. Samuel Valency, bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Je vous présente Anna Ndiaye et bonsoir. Benjamin Bonsoir. Sportouche. Bonsoir. Vous êtes auteur, metteur en scène et acteur, entre autres, de Made in France, pièce qui se joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris. Vous dites, à travers les interviews qu'on a lues de vous, 2 choses ont changé ma vie, des chats et les souris. Alors, miaou de perplexité, donc miaou, expliquez-nous ça, Samuel Valency. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis passé par une grande école de commerce. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Oui. Et en fait, pendant cette école de commerce, j'ai eu un coup de foudre avec le théâtre. Oui. Et j'en ai parlé à mon père. Et mon père m'a dit, je peux rien faire pour toi, je suis vétérinaire. La seule chose que je peux faire éventuellement, c'est en parler à Philippe Tesson, dont je soigne les chats. Ah. Et Philippe Tesson a été mon introduction au théâtre. Et les souris? Et les souris, parce que c'est le premier spectacle dans lequel j'ai joué en théâtre universitaire. Quoi, des souris et des hommes? Des souris et des hommes. Ben voilà, tout s'explique. Miaou, merci. Samuel Valency, merci. Maintenant, votre profil idéal réalisé par Gaël Legrand, on vous retrouve juste après. Samuel Valency, vous considérez le théâtre comme un lieu de représentation du conflit. En traitant des sujets politiques, vous souhaitez rendre le spectateur plus libre. Comment y parvenez-vous? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Étudiant à HEC en 2011, vous avez du mal à vous projeter salarié d'une grande entreprise au sortir de votre cursus. 2 événements changent votre vie. En 2013 et pendant 1 an, vous devenez assistant de production au théâtre de Poche Montparnasse, dirigé par le journaliste Philippe Tesson. Et cette même année, vous jouez dans Des souris et des hommes de Steinbeck, mise en scène par Paul Balaguer. À quelques miles au sud de Soledad, la Salinas descend, tout contre le flanc de la colline. Et elle coule, profonde et verte. Steinbeck est devenu mon maître dans ma volonté de faire du théâtre politique et non politisé. En 2014, vous créez votre propre compagnie, La Poursuite du Bleu. Vous montez L'Inversion de la courbe qui interroge notre rapport à la productivité, puis Melon & Blue, un conte philosophique et écologique. En 2023, avec Coupure, en tissant une histoire autour de l'installation d'antennes 5G dans une commune rurale, vous évoquez la place du citoyen en démocratie. Pourquoi on ne peut pas avoir les anciennes? C'est une décision du gouvernement. Qui au gouvernement? Le secrétaire d'État au numérique. Encore une cravate qui n'a pas été élue. Non, il a été nommé par le Premier ministre. Mais personne n'a été consulté. Si, des experts. Qui n'ont toujours pas été élus. Pour Made in France, vous avez réalisé des entretiens avec des syndicalistes, des ouvriers, des hommes et des femmes politiques avant d'écrire une satire sur la délocalisation, la fermeture programmée d'une usine et les hypothétiques reprises. L'État soutient le projet. Ah bon? Oui. Mais comment? Par ma présence, en engageant la parole de la ministre. Ah d'accord. Avec des mots. L'humour, précisez-vous, c'est le désespoir bien habillé, la soupape indispensable à notre époque.
Ah oui, Samuel Valency, vous n'avez pas envie de porter Tchekhov sur les planches une énième fois. C'est du théâtre contemporain des problématiques d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est un peu le projet de la compagnie La Poursuite du Bleu en général. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des thématiques d'aujourd'hui, mais on essaye de les traiter de façon très populaire. Et pour ça, on choisit des sujets de société, des sujets où il y a du conflit, comme Shakespeare les aime. Et là, alors la fermeture d'une usine, il y a des conflits dans tous les sens. Avec un personnage en fil rouge, enfin le personnage que nous suivons, Émile, détenu en processus de réinsertion. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Émile, c'est un détenu qui enfin obtient une peine aménagée. Et il espère que rentrer dans cette usine, ça va lui permettre assez vite de sortir définitivement de prison. Sauf que, pas de chance, le jour de son premier jour, ils annoncent la fermeture du site. Et donc, il doit devenir le meilleur des syndicalistes, mais aussi le plus égocentré des syndicalistes. Ah oui Benjamin. Alors, on ne voulait pas faire de théâtre politique, mais il y a quand même un syndicaliste véreux, des politiques ambitieux et gothiques, des chefs d'entreprise assez voraces. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du tous pourri et de fait de théâtre politique ? Théâtre politique, pour moi, ça ne veut pas dire théâtre politisé. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de raconter comment la partie de Monopoly qui se met en place à la fermeture d'une usine, elle rend tout le monde égocentré. Et en quelque sorte, il y a une espèce de grand jeu qui se met en place où chacun est très concentré sur ses intérêts. Quand vous êtes syndicaliste, vous vous retrouvez très vite dans une situation où vous savez que le droit joue contre vous. Et donc, vous savez très vite que si un groupe a décidé de fermer une usine en France, aujourd'hui, les recours, ils sont très maigres. Donc, vous savez que si vous pouvez tirer votre épingle du jeu, vous le faites, mais ça ne vous empêche pas de continuer à vous battre pour les autres. Et c'est ce qu'on essaie de raconter. Tout le monde est dans une zone grise. Je ne veux pas du tout raconter qu'on est dans du tous pourri. Ce n'est pas mon intention. D'ailleurs, c'est le personnage d'Émile avec sa naïveté qui les sort en grande partie de là. Alors, désindustrialisation, délocalisation, on entend énormément parler de tout ça. On va en parler avec vous, Samuel Valency, et avec Anna à propos, mais vous le connaissez, ce cas d'école, le verrier Arc France, dans le Pas-de-Calais, a été placé en redressement judiciaire début janvier, il y a quelques jours. 200 ans que cette verrerie-cristallerie fait vivre la commune d'Arc et ses 10 000 habitants. Et là-bas, Arc, c'est vraiment une affaire de famille. Au moins une personne y a travaillé dans chaque foyer. Le père, l'oncle, la sœur, la grand-mère. Mais depuis 2019, l'entreprise fait face à des difficultés, la concurrence chinoise, la hausse des tarifs de l'énergie, la baisse du pouvoir d'achat et puis les inondations de 2023-2024. En 25 ans, le nombre de salariés est passé de 12 000 à 3 500. L'État a refinancé avec plusieurs plans, 200 millions d'euros au total, et pour tenter de maintenir cette activité, mais sans succès. Donc le 7 janvier, le tribunal de commerce de Lille a été obligé d'acter le placement de l'entreprise en redressement judiciaire. Hier, c'était la date limite pour faire une offre de reprise, et on sait déjà que 2 anciens dirigeants ont candidaté. Alors le cas d'Arc, c'est un petit peu le cas d'école grandeur nature de ce qu'on voit dans votre pièce. Est-ce que vous pensez qu'il faut tenter de sauver à tout prix ces entreprises en difficulté ? En fait, je suis assez mal à l'aise quand on parle de faire du Made in France à tout prix. La question qui doit se poser assez rapidement derrière, c'est pour quelle société, dans quelle société on a envie de vivre. Parce que nationaliser une usine, c'est pas une recette miracle pour savoir dans quelle société on veut vivre. On vient de nationaliser l'acier chez ArcelorMittal, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet acier ? Et si c'est pour continuer à faire des Airbus A320 et puis des voitures qui sont dépendantes du pétrole américain de schiste, je ne sais pas si c'est un projet de société très enviable. Donc pour moi, la finalité, elle n'est pas dans l'outil. Ce qui compte, c'est le projet de société qu'il y a derrière. Et on voit que c'est là-dessus qu'on a du mal à se mettre d'accord, en fait. Parce que finalement, privatiser ou nationaliser, si c'est pour rejouer la même partie de Monopoly et recréer le même désespoir territorial dans quelques mois, on aura à peu près les mêmes résultats. Mais quand vous entendez parler, par exemple, de Duralex, qui fabrique ces verres mythiques qu'on a tous eu et qu'on a tous encore, et qui est devenu en 2024, après un redressement judiciaire, une SCOP, donc une coopérative de ses employés, c'est merveilleux parce que ça induit une vision de l'avenir et de l'existence qui est quand même relativement en accord avec vos principes, non ? Ça me touche parce que je suis très sensible à ce qu'André Gorz appelait l'hétéronomie du travail, c'est-à-dire que toutes et tous, quand on travaille, la plupart du temps, on n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on fait. On est en dissonance cognitive au quotidien. Personne ne se lève le matin en voulant réchauffer le climat de 4 degrés, et pourtant, collectivement, on y arrive parce qu'on vit dans une société qui est extractiviste et productiviste. Donc, on est dans un certain système. Et ce que j'aime avec l'exemple de Duralex, mais il y en a d'autres, on pourrait citer les Fralib, par exemple, 1332. Tout à fait, qui ont beaucoup lutté pour sauver leur usine et en faire une coopérative. En fait, dans ces exemples-là, on voit qu'il y a une démocratie qui se remet en place. Et finalement, c'est ce qui manque dans la comédie qu'on a montée. C'est-à-dire que tout du long, l'outil échappe complètement aux salariés. Il y a une horizontalité, d'une certaine façon. Mais là, c'est l'homme engagé qui parle. C'est l'homme chargé des affaires culturelles au sein de The Shift Project, créé par Jean-Marc Jancovici, c'est ça ? Oui, mais c'est aussi le porteur de projet,
Je suis d'abord porteur de projet au sein d'une compagnie. Et quand on monte des projets, on se pose 1 million de questions. Et du coup, par exemple, quand... Alors, vous, c'est des pièces décarbonées. C'est-à-dire, les costumes c'est des vêtements de deuxième main. Souvent, vous êtes ouais. végétarien En création et en tournée. Mais tout ça, j'ai envie de dire, le spectateur, il y a accès que si il s'interroge sur la compagnie, sur le modèle, sur ce qu'on fait. À la fin des spectacles, on distribue des petites coupures qui donnent accès à des réductions dans des commerces qui sont des coopératives. Du nom de votre ancienne pièce, engagées. D'ailleurs, des réductions qui sont valables chez Scopti, dont on a parlé. Donc voilà, mais pour moi, le spectacle, c'est l'endroit où on se pose des questions, c'est l'endroit où il y a tous les conflits qui arrivent, mais nous, on ne les résout pas au plateau. C'est aux spectateurs de se dire qu'est-ce que j'ai vu, comment est-ce que je peux comprendre ce que j'ai reçu. Moi, je ne suis pas du tout là pour dire voilà pour qui voter. D'ailleurs, je suis bien perdu à ce niveau-là en ce moment, comme beaucoup de Français. Je sais pour qui je ne voterai pas, mais je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire on présente les conflits, on présente la complexité, mais on laisse le spectateur cheminer. Et s'il a envie de voir les engagements que nous, on a dans la compagnie, il peut aller sur le site de la Poursuite du Bleu. Alors, vous sortez d'HEC, la plus prestigieuse des écoles de commerce. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? À malmener le monde? C'est ça que vous avez appris? Non, pas du tout, mais l'enseignement est assez normatif, particulièrement les 2 premières années, mais pour une raison assez simple, c'est que ce qui marche existe pour ceux qui sont en place dans les grands groupes, que l'école doit orienter ses étudiants vers les meilleures rémunérations pour être bien placé dans le Financial Times. Donc tout ça est un système. Donc c'est pas l'école qui est responsable du système, ni même les enseignants. Et ça m'empêche pas d'avoir eu des cours passionnants de management de la création avec Thomas Paris en dernière année d'école pour lui rendre hommage. Mais ce que je veux dire, c'est que l'école pousse à un enseignement normatif et du coup, par moments, nous prive de réflexion. Moi, j'ai appris la comptabilité et je ne savais absolument pas qu'il y avait des réflexions en cours sur comment on pourrait réformer la comptabilité dans un contexte social et écologique. Précisons que vous avez aussi fait des études de philosophie, Samuel Valency, par la suite. J'ai eu une mention crachat avec un peu plus de 10 de moyenne à la Sorbonne. Vous appelez ça mention crachat? Oui, j'appelle ça comme ça. Oui. Vous êtes vraiment un auteur. Vous formez des jeunes avec votre compagnie? Oui. C'est ça? À quoi? À la transition écologique dans le secteur culturel. Donc j'essaye de transmettre ce qu'on fait dans ma compagnie et ce que j'ai produit au sein du Shift Project dans le rapport Décarbonons la culture aux étudiants de l'ICAR, de Sciences Po, et de temps en temps on donne des conférences ouvertes aussi. Et ça va dans le bon sens ou il y a encore des résistances? Ça va pas assez vite, mais on constate un peu la même chose partout, c'est-à-dire que les ambitions sont honorables, mais la réalisation est plus complexe. Je vois à quel point c'est difficile de faire venir 100 compagnies par le fret ferroviaire à Avignon. C'était un des exemples. On voit qu'en réalité, il y a eu un détricotage du fret ferroviaire et une hyper-privatisation qui rend la mise en place assez compliquée. Néanmoins, vous emporterez Made in France à Avignon l'été prochain? En train. En train. Bravo. Par le fret ferroviaire. Et l'année dernière, on était avec les décors de la Comédie Française. Donc ça prouve que c'est en train de bouger. Voilà, des décors recyclés, c'est ça. Vous n'avez rien à dépenser, vous n'avez pas engagé de frais énergétiques pour faire construire ces décors, Samuel Valency. Ça dépend des spectacles. C'est bien de relativiser et d'être nuancé. Ce qui compte, c'est que le décor soit le plus léger pour la tournée. Très bien. Donc Made in France jusqu'à fin avril au Théâtre de la Renaissance à Paris. Et pour ceux qui en ont marre d'avoir des spectacles toujours à Paris, non, en Avignon cet été, grâce au fret. Merci infiniment, Samuel Valency, d'être venu dans 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur la crise historique entre les États-Unis et l'Europe. En jeu, le maintien du Groenland, territoire autonome danois, dans le giron européen. Donald Trump, qui veut l'annexion, menace les Européens de surtaxes douanières. La riposte prévue par l'Union européenne sera-t-elle suffisante pour calmer l'impérialisme trumpien en cette année de 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis? On en débat après la mise au point de Sandrine de Calvez. À Nuuk, capitale du Groenland, un slogan a résonné ce week-end. Le Groenland n'est pas à vendre. Ça ne nous intéresse pas de devenir américains. Plusieurs milliers de Groenlandais ont clairement dit non à Donald Trump. Il a perdu la tête. Faut qu'il prenne sa retraite. C'est un peu comme un enfant gâté devenu vieux. Il se croit tout permis. Le président américain n'en démord pas. Il veut s'emparer du Groenland coûte que coûte. Ce territoire arctique de 2 millions de mètres carrés appartient au Danemark, mais qu'importe. Donald Trump a brandi son arme de dissuasion préférée, l'augmentation des taxes douanières, déjà utilisée ces derniers mois contre des États qui lui tenaient tête.
And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Plus 10% de taxes à partir du 1er février, plus 25% au 1er janvier. S'il n'obtient pas satisfaction, Donald Trump s'est lancé dans un chantage historique, furieux, après l'envoi au Groenland de militaires européens, dont 15 soldats français. Face aux menaces américaines, un sommet européen extraordinaire se tiendra jeudi à Bruxelles. Le ton est à la fermeté, comme ce matin à Berlin, où s'est rendu le ministre français de l'économie. Nous devons, en Européens, rester unis et coordonnés dans notre réponse et surtout être prêts à utiliser l'instrument anti-coercition. Les Européens menacent de sortir le bazooka en répliquant par des mesures de représailles économiques. Ils haussent le ton tout en prônant le dialogue plutôt que l'escalade. Alors quel prix le vieux continent est-il prêt à payer pour le Groenland? Donald Trump a-t-il sous-estimé la capacité des Européens à s'unir pour faire front? À quel jeu dangereux le président américain joue-t-il? Nos trois invités pour ce débat, Miko Blujon-Méret, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. chercheur en géopolitique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste du Groenland. Vous venez par ailleurs de préfacer la version française du livre d'Elizabeth Buchanan, « Alors tu veux acheter le Groenland ». Et selon vous, on assiste à une crise aussi importante que celle du canal de Suez dans les années 50. Si on ne s'unit pas, les Européens, donc, s'entend, on payera un prix beaucoup plus élevé à l'avenir. À côté de vous, Romuald Siora, bonsoir, directeur Bonsoir. de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, dernier essai L'Amérique éclatée. Selon vous, on assiste à un séisme dans les relations entre l'Europe et les États-Unis, avec en ligne de mire pour Donald Trump le 250e anniversaire des États-Unis. Ce sera célébré le 4 juillet, mais bien avant évidemment, et le Groenland en cadeau aux Américains. Et à côté de vous, Nicole Niesotto, bonsoir, essayiste, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Dernier essai Fracture dans l'Occident. Comment en est-on arrivé là? Comment en sortir? Selon vous, la réponse des Européens doit être ferme en utilisant l'arme commerciale, par exemple en refusant de ratifier l'accord signé en août dernier entre les États-Unis et l'Union européenne. On va détailler tout ça après la lettre du jour. Oui, elle est signée Donald Trump et elle est adressée au Premier ministre norvégien, où siège donc le comité Nobel qui décerne, on le sait, chaque année son prix de la paix, très convoité par le président américain. Voilà ce qu'on peut y lire. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à plus de 8 guerres, c'est bien écrit en capital, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix. La lettre a bien été authentifiée. Miko Blujon-Méret, on a l'impression qu'il lâchera rien, Donald Trump, quand on lit ça. Mais il n'a pas de raison de lâcher, en tout cas pour ce qui concerne le Groenland. Il est, je pense, dans un piège abscon, c'est-à-dire qu'il a déjà un coup politique engagé sur le Groenland qui est extrêmement important. Et de fait, derrière le Groenland, ce qui se joue, c'est l'architecture transatlantique. On va parler avec évidemment mes collègues ici. Donc à partir de là, le Groenland, pour moi, bon, c'est ma spécialité, donc je suis content qu'on en parle. Mais ceci dit, évidemment, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus systémique. Et cette lettre, ce qui est très intéressant, c'est que à la fois donc le Premier ministre norvégien et le président finlandais s'y sont associés pour répondre à Donald Trump et qui disent tous les deux, encore une fois, il faut désescalader, il faut qu'on arrive à discuter. Et donc, effectivement, ça a été plus que authentifié depuis. Nicole Niesotto, la tension n'a jamais été aussi forte, vous diriez, entre les États-Unis et l'Europe. On n'a jamais connu ça dans le passé. Je crois que c'est la crise la plus grave au sein de l'OTAN depuis la création de l'OTAN. En 1949 ? Oui. Je pense que c'est la crise la plus grave. On a déjà eu 2 pays de l'OTAN qui s'attaquaient, par exemple la Grèce quand la Turquie envahit la moitié de Chypre en 1974, mais ce sont 2 pays, entre guillemets, moyens de l'OTAN. Là, c'est pour la première fois, on a le chef de l'organisation atlantique qui menace d'annexer ou de prendre tout simplement une partie d'un territoire d'un pays allié. Donc c'est vraiment une date historique et je crois que c'est justement pour ça que ça peut se régler, parce que je pense que les Américains ont beaucoup à perdre au sein de l'OTAN. Moi, je recommande vraiment qu'on laisse l'affaire dans l'OTAN, qu'on n'apporte pas tant que ça dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, les Américains ont tout à gagner, en particulier détruire l'Union européenne, alors que dans l'OTAN, ils ont quand même des intérêts, ils ont des bases que nous payons, ils veulent les garder, etc. Et donc, je crois que l'affaire n'est pas si mal engagée que ça pour nous, Européens. Vraiment, Romuald Siora, vous pensez la même chose? Parce qu'en même temps, on a l'impression qu'il veut inscrire son nom dans l'histoire, le président américain, en achetant ce territoire.
Écoutez, tout ce qui vient d'être dit est juste. L'OTAN rapporte de l'argent aux Américains et le portefeuille des Américains compte beaucoup pour Donald Trump à quelques mois des élections de mi-mandat. C'est à la fin de l'année. Hein. Oui, en novembre. Mais néanmoins, tout va dépendre vraiment de à quel point le président américain veut le Groenland. Comme vous le savez, l'administration, je parle de l'administration de toutes ces personnes issues de l'extrême droite américaine qui sont pour la première fois arrivées au pouvoir en janvier 2025 avec Trump, ont une stratégie pour l'international. Mettre à bas ce qui demeure de l'ordre multilatéral instauré à partir de 1945, nous ramener dans un ordre où règne le bilatéralisme, la loi du plus fort, on fait fi des traités, etc. etc. Donc, acquérir le Groenland d'une manière ou d'une autre fait partie de ces stratégies. Mais effectivement, avec ces stratégies, il y a encore une possibilité de deal, si je puis dire, et de revenir sur certaines déclarations, essentiellement si il risque, via l'OTAN, d'avoir des pertes financières. Mais Donald Trump, lui, fonctionne autrement que le reste de son administration. Lui, c'est le symbolique. Nous sommes, comme vous l'avez très bien dit, à quelques mois du 250e anniversaire des États-Unis. De la déclaration d'indépendance. Il veut des fêtes faramineuses. Il est en train de construire le plus bel arc de triomphe au monde, selon ses propres mots, à Washington. Les travaux n'ont pas commencé. Pour le 4 juillet. Voilà, mais ça devrait être prêt dans quelques mois. Mais bref, et donc il a promis d'offrir à ses électeurs MAGA et au peuple américain le Groenland. Donc si vraiment il s'obstine sur cette idée, malgré tout ce qui a pu être dit et qui est tout à fait juste, il peut en faire fi et décider d'aller jusqu'au bout. En un mot, je voulais juste rappeler un point. Vous avez parlé d'achat, vous avez parlé de deal. Rappelez que s'il y avait une vente aujourd'hui du Groenland aux États-Unis par le Danemark, admettons, premièrement, il faudrait évidemment le consentement des Groenlandais, c'est pas les Danois qui décident tout seuls, ça c'est le premier point, mais surtout, s'il y avait effectivement cette vente ou cet achat, elle serait illégale en droit international, elle serait illégale en droit même fédéral états-unien. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si j'achetais votre appartement en vous mettant un pistolet sur la tempe, bien évidemment, la vente serait considérée comme forcée. Là, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on soit sur l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, qu'on soit sur l'article 52 de la Convention de Vienne, sur la légalité des traités, etc., etc. Il y a un certain nombre de cas, il y a même l'arrêt Nicaragua versus États-Unis dans les années 80. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même si les États-Unis achetaient le Groenland de fait, ce ne serait pas reconnu par personne. Non. Moi, je ne suis pas sûre. Parce qu'après tout, si les Groenlandais acceptent un deal financier, et que les Danois, qui ne sont responsables que de la défense, ne sont absolument pas propriétaires ni du sol, etc., ce serait un acte de souveraineté du Groenland et on serait obligé de le respecter. Je rappelle quand même que des pays arrivent à se séparer. Les Tchèques se sont séparés des Slovaques de façon très pacifique et on a été obligé de reconnaître les deux États. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Donald Trump se trompe. Je crois qu'il est allé trop loin, il s'en rend compte, parce qu'on pouvait régler l'affaire du Groenland de façon très simple. Ils ont essayé de l'acheter en 1946, les Danois ont refusé. Ils ont signé un traité en 1951 avec le Danemark qui leur donne le droit de mettre des bases, de faire tout ce qu'ils veulent avec l'accord des Groenlandais. Il y avait 12 bases du temps de la guerre froide. Il y en a 17. Il y a eu 17. 17 bases. Bon, il n'y en a plus qu'une parce qu'il y en avait moins besoin, mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu multiplier le nombre de bases, faire des concessions dans le sous-sol avec l'accord des Groenlandais. Donc, la question est, pourquoi a-t-il fait de l'affaire du Groenland une affaire aussi exceptionnelle alors qu'il n'y en avait pas besoin? Et ça, à mon avis, c'est son erreur. Sa deuxième erreur, et sa deuxième surprise, je pense, c'est la réaction des Européens. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à une telle unité de la part des Européens. Alors attendez, on va y revenir, mais juste une archive précisément pour corroborer ce que vous dites. Cette fixation sur le Groenland, dès 2019, il annonçait ses visées sur l'île. Regardez. C'est la plus grande île du monde, la plus convoitée sans doute. Lors d'un dîner entre amis, puis lors d'une réunion avec ses conseillers à la Maison-Blanche, Donald Trump aurait lancé cette question. Et pourquoi pas acheter le Groenland? Le Groenland et ses habitants se montrent consternés. On ne vend plus les pays de cette façon. Si un pays veut un territoire, ça s'appelle la guerre. En 1946 déjà, le président américain Truman avait offert d'acheter le Groenland pour 100 millions de dollars. L'intérêt est stratégique, militaire face à la Russie et économique. Le Groenland recèle des minerais tels que de l'uranium et du fer et du pétrole, même si les réserves ne sont pas encore localisées. Avant d'en venir aux minerais, juste une question, Nico Bugeaud-Mérat, vous qui connaissez bien le Groenland. Quel est le sentiment des Groenlandais? Est-ce qu'il y a vraiment un consensus aujourd'hui pour ne pas appartenir aux Américains, alors qu'on sent qu'il y a quand même une méfiance, une défiance vis-à-vis
du Danemark. Ah mais très clairement, et c'est pour ça que je m'inscris en faux quand j'entends des scénarios, disons, si les Groenlandais acceptaient de vendre, les Groenlandais ne veulent pas se vendre à qui que ce soit. On est dans le même cas que pléthore. Non, il n'y a pas de... Les Groenlandais ne veulent pas... Ah non, je suis désolé. Je permets juste de vous interrompre. On parle de propositions financières à $50 000 par tête. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je me permets de poursuivre. Selon les derniers chiffres du Washington On Post. parle de propositions à $1 million. Ça n'intéresse pas. Non. Non, laissez-moi terminer. Je pense sincèrement, prenons le Groenlandais moyen, qui se dit, n'oublions pas la propagande trumpienne et le narratif trumpien qui a été même repris par les Allemands, qui ont dit nous n'envoyons pas de troupes contre les Américains, mais contre de potentielles invasions russo-chinoises. Donc imaginons le Groenlandais moyen, qui entend ces histoires d'invasion russo-chinoise, et qui se dit, bon, écoutez, après tout, on propose $1 million à moi, $1 million à ma femme, pour juste changer de drapeau. Être américain, après tout, c'est quand même mieux que d'être russe et chinois. Croyez-moi, je ne dis pas que l'ensemble des Groenlandais je ne crois pas du tout. mais qu'à $1 million, il peut y avoir quand même une petite bascule. Je suis navré, je ne vous crois pas du tout, parce que je connais bien nos amis groenlandais. Il n'y a pas du tout cette vocation de juste se vendre, quel que soit le territoire et quel que soit le montant. Vous pouvez le penser si vous voulez, mais ce n'est pas la réalité du territoire. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que le peuple groenlandais est le seul peuple autochtone majoritaire de l'Arctique sur son territoire. Derrière le Groenland, il y a tous les peuples autochtones, notamment les Inuits du Canada et même d'Alaska, qui disent « Ah mais le Groenlandais, vous êtes quelque part ceux qui êtes les éclaireurs. Vous allez être les premiers peut-être à avoir un État Inuit au sein de l'Arctique. » De fait, aujourd'hui, la notion de vente de ce territoire à des États-Unis, ce n'est pas envisageable. Et je vais même aller dans le détail si vous me le permettez, parce que... vous le permettez pas. Eh bien, très bien. La prochaine fois. Est-ce que je peux juste ajouter qu'il y a la population américaine n'en veut pas. Même l'électorat de Trump est très sceptique sur cette affaire, considère que Trump s'occupe beaucoup de l'extérieur et pas assez des Américains eux-mêmes. Et quant au Congrès américain, même s'il est quand même à majorité pro-Trump, il a émis d'énormes réserves sur cette affaire du Groenland qui n'est absolument pas la priorité. On verra ça, mais mission. Dans l'immédiat, il y a eu des militaires européens qui ont été envoyés. Vous sembliez dire que ça pouvait être la bonne option, mais est-ce que c'est vraiment dissuasif quand on voit le nombre 15 pour la France, 1 pour l'Estonie? En quoi c'est dissuasif? C'est dissuasif pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Europe résiste de façon différente. Il y a d'abord l'envoi des soldats qui prennent Trump au mot. Trump dit qu'il y a un problème de sécurité, donc on est membre de l'OTAN, on envoie des troupes pour défendre le territoire. Et il y aura ensuite, si ça ne suffit pas, les mesures de rétorsion commerciales qui, elles, sont véritablement l'arme. Mais je pense que c'est dissuasif. Imaginez un petit peu. Vous avez, je sais pas, mettons 120 soldats européens, plus les Danois, qui sont là. Trump décide d'envoyer une brigade aéroportée ou je ne sais quoi. Vous croyez qu'ils vont tirer sur des Européens? La dissuasion, c'est ça, c'est chiche. Allez-y, tuez-nous. Eh bien, ils ne le feront pas. Ce qu'il dit au comité Nobel de la paix, quand on voit ce qu'il a dit au comité Nobel de la paix, est-ce que, Romuald Surin, vous avez la même opinion? Est-ce qu'à un moment donné, j'aimerais avoir la même opinion. Est-ce que le pire peut vraiment être évité? Le pire, je pense qu'aucun coup de feu ne sera tiré. Mais Trump sait très bien qu'aucun soldat européen ne tirera sur un soldat américain. Écoutez, les Allemands ont été très clairs. Les Allemands ont été très clairs. Nous n'y allons pas contre les Américains, nous y allons contre les potentielles attaques russes et chinoises. D'un autre côté, donc effectivement... il valide ce que dit Donald Trump sur les visées hégémoniques. Mais est-ce que c'est pas dangereux, ça? Oui, bien évidemment. De reprendre le narratif de Donald Trump. Trump sait très bien aussi qu'aucun Européen ne tirera sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'avoir cette action symbolique. Mais elle demeure que symbolique, elle n'aura guère de poids. Le poids, c'est effectivement, et on va en parler, les mesures tarifaires. Je ne suis pas du tout d'accord, mais je ne sais pas si c'est le moment de le dire. Non, par rapport à la mission qui s'appelle Arctique Endurance Arctique, effectivement, en français. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été effectivement répercuté dans les médias, quelque chose qui est complètement sous les radars. Endurance Arctique, c'est effectivement donc une mission avec des officiers et des gens extrêmement capés qui sont allés sur le territoire pour faire une chose, comprendre le terrain dans lequel on va jouer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans aucun ministère des Affaires étrangères ou de la Défense européen ou américain, il n'y a dans un tiroir
prévoir à Ballard ou je ne sais où un plan de scénario d'attaque sur ce territoire-là, le Groenland, contre cet adversaire-là, les États-Unis. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. On ne l'a pas conçu. Dans ce contexte-là, envoyer ce contingent a permis, c'est ce qu'on appelle une ELRT, donc c'est-à-dire une équipe de liaison et de recherche de théâtre. Donc on va faire une analyse de théâtre d'opération. Et donc ces gens-là ont été missionnés pour essayer de comprendre s'il y avait un conflit qui pouvait émerger, comment il allait se faire et comment y répondre. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le haut des radars. Mais sous les radars, et en un mot, rassurez-vous, sous les radars, le Danemark a positionné déjà plus de 150 hommes sur le territoire groenlandais. Et moyennant quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est donc lundi soir, il y a plus de soldats européens au Groenland que de soldats états-uniens. C'est quelque chose qui, effectivement, a fait vriller visiblement Donald Trump. Et c'est que le début, puisque les Danois vont repositionner encore plus d'hommes ce soir. Alors, on va évoquer avec vous ce qu'a suggéré Emmanuel Macron. Il a parlé d'activer l'instrument anti-coercition, donc ça, c'est une des sanctions commerciales face aux pressions de Donald Trump, qui veut évidemment surtaxer tout ce qui viendrait de 8 pays européens. De quoi s'agit-il ? C'est quoi l'instrument anti-coercition concrètement ? C'est la menace économique qu'a brandie Emmanuel Macron. On le surnomme aussi bazooka commercial ou arme nucléaire économique. C'est un mécanisme juridique dont s'est dotée l'Union européenne en 2023 pour répondre justement aux attaques d'une autre puissance qui chercherait à interférer, je cite, dans les choix souverains d'un État membre ou de l'Union européenne. Alors à ce jour, ce mécanisme n'a jamais été utilisé, même s'il en avait déjà été question en 2015 lors des premières annonces de droits de douane par Donald Trump. Mais concrètement, comment marche ce mécanisme ? Un État membre en fait la demande au Conseil de l'Union européenne. La décision d'activation de la mesure doit ensuite être votée par le Conseil à la majorité qualifiée. Ça veut dire 15 États qui doivent représenter au moins 65% de la population européenne. La France, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie et l'Espagne y seraient favorables à ce stade. Si l'activation est votée, s'ensuit une phase de négociation avec la puissance intimidatrice, les États-Unis donc. Et si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne peut alors appliquer en dernier recours ces fameuses mesures de rétorsion. Et cela peut être le gel de l'accès aux marchés publics européens, la limitation d'importations américaines, des vêtements, de l'alcool et autres, et puis le blocage de certains investissements sur le continent européen. Romuald Sura, est-ce que l'activation de ce bazooka, elle a des chances d'aboutir, ou est-ce que pour vous, c'est simplement une forme de communication dissuasive ? Écoutez, premièrement, c'était ce qu'il fallait faire. On sait très bien que la seule chose qui pourrait faire changer Trump d'avis, ce n'est pas les quelques hommes qui ont été envoyés, certes pour explorer la situation, comme vous l'avez très bien dit, mais c'est le portefeuille. Si une crise majeure arrivait, se profiler entre l'Europe et les États-Unis, l'inflation repartirait en flèche aux USA, et donc cela toucherait le portefeuille des électeurs MAGA, et à quelques mois des élections, Trump ne veut absolument pas... Make America Great Again. Exactement. Donc oui, c'était la bonne chose à faire. Maintenant, si vous me demandez si je pense que cela pourra porter ses fruits, tout va dépendre de la détermination des Européens. Malheureusement, je serai le pessimiste ce soir, je ne pense pas que cette détermination durera, sauf si Donald Trump, vous savez, avec lui, on peut très bien dans 3 jours l'entendre dire « Bon, ils veulent pas de moi au Groenland, qu'ils se débrouillent », et puis passer à autre chose. Mais je ne pense pas, pour les raisons qu'on a expliquées, donc j'ai craint que cette détermination se fissure, si je puis dire, et que donc, malheureusement, à terme, cela ne porte pas ses fruits. Nicole Nesiotto, vraiment, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a les moyens d'abord de le faire, ce bras de fer, et puis, bon, Giorgia Meloni, elle n'est pas pour, par exemple. Elle n'est pas contre. Oui, mais enfin, elle est très ambivalente. Moi, je pense que les Européens ont les moyens de le faire. Et heureusement qu'on le décide à majorité qualifiée et pas à l'unanimité, parce qu'à majorité qualifiée, on peut créer des majorités. C'est le propre des diplomates. Il n'y a que 15 pays sur 27. Donc, il faut 15 pays et 65% de la population. On les a presque. Quand vous avez la France et l'Allemagne, vous avez déjà une grosse partie 54% précisément. de la population. Donc, je pense que c'est faisable. Deuxièmement, pour filer la métaphore nucléaire, ça n'est pas une bombe nucléaire qu'on balance comme ça d'un coup. Il y a une riposte graduée. C'est un instrument qui a des phases, des mesures. En fait, c'est un instrument de négociation. C'est pas un instrument de destruction, c'est un instrument de négociation. Et effectivement, avec toutes les conséquences que vous avez définies, donc ça veut dire que si on déclenche cet instrument, on entre en négociation avec les États-Unis, à condition qu'ils acceptent de rentrer en négociation. Ouais. Mais deuxièmement, c'est pas le seul instrument qu'on a. On en a 2 autres très importants. Le premier, c'est la non-ratification de l'accord
Union États-Unis qui a été signé au mois d'août, et même qui portait sur quoi, vous nous le rappelez? Mais alors, les Européens avaient accepté d'être taxés unilatéralement de 15% pour l'exportation de leurs produits manufacturiers aux États-Unis, alors que les Américains ont 0% de taxes. Mais deuxièmement, dans cet accord, surtout, il y avait un engagement des Européens d'investir 600 milliards d'euros aux États-Unis en achat d'appareils stratégiques, autrement dit des armements. Et donc, si on ne ratifie pas cet accord, Donald Trump peut quand même imposer les 15%, mais en revanche, on n'investira pas aux États-Unis. Ah oui. Ça, c'est le deuxième instrument, pardon. Et il y en a quand même un troisième, c'est les 120 millions de dollars imposés à Elon Musk pour infraction par rapport à la réglementation du numérique. Il a tellement hurlé qu'on s'est débarrassé de Thierry Breton et on a mis une pause sur cette affaire. Mais on peut tout à fait réactiver le mécanisme et le taxer vraiment de ces 120 millions. Donc l'Europe, elle est déterminée, elle a des moyens, et je pense qu'elle tiendra. Mais on ne peut pas ne pas parler de la Chine et de la Russie. Miko Blujon-Merde, on n'a pas beaucoup entendu la Chine. Un silence assez relatif. Du coup, on se dit, est-ce qu'il a des vraies ambitions sur le Groenland? Quant à la Russie, regardez ce que dit Dmitri Peskov, qui est très proche, bien sûr, on sait, du président Poutine, porte-parole du Kremlin. Avec la prise de contrôle du Groenland, Trump entrera dans l'histoire mondiale. Est-ce que pour eux, c'est pas finalement bien une bonne affaire de pouvoir détourner le regard de l'Ukraine en laissant le Groenland à Trump? C'est une triplement bonne affaire. Je vais commencer par la Russie. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le sujet de l'Ukraine. Deuxièmement, l'autre bonne affaire, c'est effectivement que les États-Unis et la Russie, c'est connu, veulent commencer ou recommencer à travailler en Arctique pour extraire un certain nombre de ressources absolument majeures des deux côtés de l'Arctique. Et le troisième sujet, c'est tout simplement que, effectivement, si Donald Trump rentre dans l'histoire en faisant exactement cela, évidemment, il scellera le sort de l'OTAN, ce qui est évidemment le troisième intérêt stratégique des Russes. Et quant à la Chine, Samuel Sciorra? Écoutez, la Chine, c'est du pain La Chine béni. se dit, c'est pas une répétition générale par rapport à Taïwan, ce qui est en train de se passer? Évidemment, ou un blanc-seing? c'est du pain béni pour la Chine. D'autant que Taïwan, n'oublions pas, serait moins contestable sur le papier. Taïwan n'a jamais été reconnu par l'UE, par l'ONU et par les États-Unis comme un pays indépendant. C'est un territoire chinois officiellement. Donc si Trump envahit le Groenland, que dire a dit qui reprendrait tout simplement un territoire chinois? Je vais reprendre votre question sur la Chine. Pardon, mais ils sont en train de se partager le monde. Et donc Trump n'a pas vraiment besoin d'être découragé s'il a cette attitude-là de ses rivaux. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Groenland aurait pu être un rival de la Chine, notamment sur la question des terres rares. Et dans ce contexte-là, dès 2011-2012, la Chine proposait au gouvernement semi-autonome du Groenland de créer un cartel des pays producteurs de terres rares, sur le modèle de ce qui existe pour le pétrole, l'OPEP. Et fondamentalement, le Groenland s'est laissé happer par cet intérêt chinois au moment où il y avait un vide stratégique américain et européen, c'est-à-dire au moment dans les années 2010 où ni les Européens ni les Américains n'investissaient. Mais en 2018, la Chine est peut-être allée un petit peu trop loin et le Groenland est allé peut-être un petit peu trop loin dans l'ouverture de la porte, ce qui fait que l'administration Trump, premier niveau, et puis évidemment les Européens, les Danois en particulier, avaient fait en sorte que à partir de 2019, puis surtout à partir de 2021, il n'y ait plus d'activité chinoise majeure au Groenland. Aujourd'hui, quand Trump parle des Chinois et des Russes au Groenland, ils ne sont pas là. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir éclairé la situation à travers ce débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Il va être question du réveil du Piton de la Fournaise, le volcan de l'île de la Réunion, un des plus surveillés au monde, et de la mise sur orbite de la fille du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, peut-être dans une optique de succession, même si la mouflette n'a pourtant que 13 ans à peine. Mais d'abord, le mot vedette du jour, désinformation climatique. Pour lutter contre ce fléau, une résolution a été adoptée par l'Assemblée nationale. C'est entendu. La désinformation climatique. Face à la désinformation climatique. La désinformation climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Désinformation climatique, du latin dis, préfixe négatif, informare, instruire, et du grec ancien climat, région, désigne la diffusion volontaire de fake news sur le changement climatique ou ses origines. Le 12 janvier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution contre la désinformation climatique. Une résolution est un texte adopté par les députés, ici 57, qui, à la différence d'une loi, exprime un souhait. En clair, la résolution, c'est pour expliquer, la loi, c'est pour agir. Cette résolution s'adresse à la fois au gouvernement français et à l'exécutif européen pour attirer leur attention sur ce gros caillou dans leur Birkenstock, la désinformation climatique.
Contrairement à sa petite sœur Mésinformation, fausse information diffusée par erreur, sans volonté de tromper, la désinformation climatique est un vrai projet de manipulation politique au noyau climato-sceptique. En octobre, un peu avant la COP30 au Brésil, 3 ONG avaient cartographié la désinformation climatique dans les médias. En 8 mois, elles ont relevé 19 narratifs de désinformation climatique dans 18 médias français. Au choix, les énergies renouvelables provoquent des blackouts. En 2024, la Californie a fonctionné à 100% en renouvelable pendant 98 jours sans blackout. Elles sont intermittentes, donc inutiles. Pas au Danemark où elles comptent pour 69% du total. Face à la désinformation climatique véhiculée par les lobbies des business climatocides ou les profiteurs de polémiques, la résistance s'organise. À Belém, 12 pays ont déjà signé un texte commun. L'UNESCO a sa propre initiative. L'ONU, son label. 100 parlementaires français ont proposé de renforcer l'ARCOM. Le but de guerre ? Couper le sifflet au pipeau. Bien vu, Monsieur Nolte. Rebonsoir, chère Marie, cher Xavier. Alors, Xavier, après 2 ans et demi de sommeil, le piton de la Fournaise est entré en éruption hier soir sur l'île de la Réunion. Les autorités, pour le moment, ne relèvent quoi ? Aucune menace pour les populations, pour le moment. Et vous nous conduisez sur les flancs de ce volcan. Oui, Elisabeth, et nous y partons le 26 octobre 1768. Oui, direction le piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion, qui s'appelle alors l'île Bourbon, en hommage au Bourbon, au roi de France. En l'occurrence, à ce moment-là, c'est Louis XV, et c'est une expédition qui est conduite par un homme, Honoré de Crémont. Il est ordonnateur de l'île, c'est-à-dire que c'est une sorte d'intendant au service de l'administrateur. L'administrateur, c'est Guillaume Léonard de Bellecombe, personnage important, et donc ces gaillards s'en vont direction le piton de la Fournaise. Alors, dans le compte-rendu qu'il fait de son expédition, Honoré de Crémont oublie complètement qu'il y a eu des aventures antérieures. Il se présente, voilà, nous, on y va. Et c'est une vraie aventure. Ah ben, faut le dire, hein. Non, mais parce que la marche est difficile sur ces pentes escarpées où la roche volcanique abîme les souliers. Alors, Bellecombe, abandonne très très vite. Bellecombe, il en a marre, demi-tour, et ça n'empêche qu'on donne son nom à un point culminant, un panorama absolument sensationnel sur un cratère effondré, une caldeira. C'est le pas de Bellecombe. Et la petite équipe, ils sont une vingtaine, ils sont là en haut, puis la plupart disent bon, on va faire demi-tour, s'il y a quand même le précipice. Et là, Honoré de Crémont dit non, il faut continuer. Il arrive à convaincre, en fait, il paye des porteurs. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a toujours des gens invisibilisés. Ce sont ces porteurs qui connaissent le territoire mieux que ceux qui le conduisent. Et il arrive au plus près du volcan. Et alors, est-ce qu'il en tirera une gloriole quelconque après ? Il aurait bien aimé. Mais bien sûr. Il aurait bien aimé, mais c'est sans compter quelques années plus tard, en 1801, l'arrivée d'un autre explorateur, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. C'est un jeune homme, il a 23 ans, et lui, avant de s'attaquer au piton de la Fournaise, il lit le compte-rendu, et là, il se rend compte que Crémont est un personnage insupportable. En tout cas, il le présente ainsi, qui ramène tout à lui, qui est prétentieux. Et en plus, ce qu'il insupporte, c'est que cette expédition de Crémont n'avait absolument rien de scientifique. Il dit c'était juste pour se faire mousser. Et en plus, il dit, quand on lit, il n'arrête pas de se plaindre, ce Crémont. Il se plaint parce qu'il a mal aux pieds, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il a soif. Et d'ailleurs, on apprend que Crémont a bu le flacon de rhum de l'équipe. Il avait tellement soif, au point qu'il n'a pas pu rentrer, ivre-mort, et qu'il est revenu porté par un esclave. Il avait bu tout le rhum, Elisabeth. Il aurait au moins pu se saouler au Bourbon, ou pourquoi pas au Crémont de Bourgogne. Au Crémont. Ouais, oui, voilà. Ouais, Alors, ouais. ça permet de rappeler l'adage, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout volcan. Ah, jolie variante, Voilà. cher Xavier Mauduit. Bon, merci Xavier. Oui, ça y est, vous la saisissez ? Bien sûr. Marie, les spéculations sur la fille de Kim Jong-un vont bon train. La princesse, c'est son surnom dans la presse nord-coréenne, si tant est qu'il y a une presse. Alors, est-ce qu'elle va succéder à la tête de son père ? Alors, c'est la question, mais... Enfin, non, succéder à son père à son père, à la tête de la Corée du Nord. La Corée du Nord. C'est la question de la chronique. Alors, on s'inscrit dans le temps long, hein, parce qu'on parle quand même d'une petite fille qui a 13 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite. Je dis environ même 13 ans, parce qu'on ne sait même pas sa date de naissance exacte. On ne sait pas grand-chose, hein, d'ailleurs, sur cette dynastie communiste des Kim de Corée du Nord. Alors, les services secrets, les journalistes, les experts du monde entier passent leur temps à scruter les images de la propagande nord-coréenne pour essayer de décrypter le rôle futur de Kim Joo-hee, la seule enfant de Kim Jong-un dont on connaît le visage. Et alors, il s'avère que ces derniers temps, vous allez voir, cette jeune Kim, elle est très au centre de l'image. C'est Libération qui revient notamment sur cette photo du 31 décembre dernier. Regardez, c'est la fille qui est en marron, en tailleur marron. Elle est vraiment
pile au milieu. À sa gauche, son père, à sa droite, sa mère. Et devant elle, les dépouilles de son grand-père et de son arrière-grand-père, donc les Kim, qui ont fondé cette dictature communiste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que cette mise en scène au mausolée de Pyongyang, est-ce que c'est une façon de la représenter en futur chef du pays et de la présenter à ses aïeuls, une façon de l'adouber? Beaucoup le pensent, ou du moins le supputent. À quelques jours ou quelques semaines, c'est pour bientôt, du grand congrès quinquennal du parti, qui pourrait donc voir Kim, le leader, désigner officiellement sa fille comme sa successeur. Ce serait, c'est vrai, la suite logique de l'omniprésence de la gamine dans toutes les mises en scène du régime. Le New York Times a compté une 40aine d'apparitions publiques de la jeune Kim Jong-il depuis sa toute première officielle. Peut-être vous en souvenez, c'était en 2022, c'était un cliché assez marquant puisqu'on la voyait gamine en doudoune blanche tenir la main de son papa avec derrière un gigantesque... Un grand phallus. Plutôt un missile intercontinental. Et photo après photo, mois après mois, la jeune fille a semblé visiblement gagner en influence. En novembre 2023, regardez cette photo, elle est marquante parce qu'elle est carrément devant son père. Ça, c'est du jamais vu. Et puis, le régime va se mettre aussi à éditer des timbres à l'effigie du duo. Oui, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, estime notamment l'ancien directeur des services de renseignement sud-coréen qui parle dans Libération et qui, lui, est certain que la Corée du Nord est un régime trop patriarcal pour laisser un jour une femme prendre sa tête. Et que, selon lui, toute cette mascarade avec la princesse qu'on met en valeur, c'est juste pour gagner du temps, en attendant l'arrivée du vrai héritier, qui serait son frère, un fils aîné de Kim Jong-un que personne n'a jamais vu, mais qui peut-être est en train d'étudier actuellement à l'étranger. C'est vrai que son père a fait ses études en secret en Suisse. Alors, est-ce que c'est une princesse épouvantail ou est-ce que c'est une vraie future dictatrice ? Dictatrice, c'est vrai que ça sonne bizarre au féminin. Nul ne sait. Et pourtant, il va falloir le savoir parce que le père est loin d'être immortel. 140 kilos pour 1m70. Mais comment vous savez ça, Marie? Les services secrets. Il boit beaucoup, il fume beaucoup et il serait très exposé aux accidents vasculaires cérébraux. Voilà, personne ne commande la mort, même pas les dictateurs. Vous avez des informations. Merci Marie, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.